J'ai tout exécuté, chaque dispositif de surveillance, chaque intrusion numérique. J'incarne la rétribution. La clé USB atterrit sur mon bureau, avec la gravité d'un engin explosif. J'examinai attentivement la clé USB en obsidienne, puis reportai mon regard sur le visage agité de Liam. Le jeune homme transpirait, se tortillait dans mon bureau d'informatique confiné comme s'il était sur le point de révéler une transgression odieuse. « Je sais que c'est répréhensible », murmura Liam, jetant un coup d'œil furtif vers la porte. « Cependant, il est impératif que vous regardiez ça. Je m'appelle Jason. Je suis technicien informatique dans une université moyenne de l'Ohio, une institution où les événements extraordinaires sont généralement absents ou du moins, c'est ce que je supposais. Pendant 12 ans, j'ai existé ici comme une présence discrète. Les professeurs me remarquent à peine lorsqu'ils me confient leurs ordinateurs portables défectueux, me considérant comme l'entité spectrale au sein de la machine. « Qu'est-ce que ça contient ?» demandai-je, m'abstenant de toucher la clé. La pomme d'Adam de Liam se contracta. « Votre épouse, le professeur Nathalie. Elle est avec Trevor. Une de mes connaissances l'a filmé à travers la fenêtre de son bureau. » Les mots m'assaillirent comme de l'eau glacée. Nathalie, ma femme depuis 8 ans, la professeure de littérature raffinée qui corrigeait habituellement ma grammaire pendant les conversations du dîner. Trevor, l'étudiant de première année prétentieux qui affiche son aisance et ignore les limites interpersonnelles. D'une main ferme, j'insérai la clé. Le fichier vidéo apparut. On voyait ma femme, penchée sur son bureau, sa jupe remontée, avec un jeune homme de 18 ans positionné derrière elle. L'horodatage indiquait le jeudi précédent, ce même jeudi où elle m'avait dit qu'elle corrigerait des copies tard dans la soirée. « Je suis désolé, Jason, » murmura Liam. « J'ai estimé qu'il était nécessaire que vous soyez informé. » J'observai l'intégralité du clip de 3 minutes sans aucune réaction visible. Intérieurement, une force froide et calculatrice était déjà en train de procéder à une évaluation. Les clés du bureau de Nathalie posées sur son bureau, la porte fermée à clé, l'horodatage confirmant que cela s'était produit après les heures de travail officielles, et les métadonnées révélant qu'il ne s'agissait pas du premier fichier sur le téléphone de Trevor. « Merci, » dis-je, en éjectant la clé. « J'apprécie ça. » Liam sembla perplexe face à ma réponse calme. « Quelles mesures allez-vous prendre ? » « Rien de précipité, » dissimulai-je. « J'ai juste besoin de temps pour réfléchir. » Après son départ, je restais plongé dans la luminescence céruléenne de mes écrans, entamant la phase de planification. La plupart des hommes succomberaient à la rage, pleuraient, ou peut-être se livreraient à des altercations physiques. Cependant, j'avais assimilé une leçon précieuse pendant mon emploi dans l'informatique, l'information est synonyme de pouvoir, et la patience est primordiale. J'accédais au panneau d'administration du réseau de l'université. Chaque communication électronique, chaque tentative de connexion, chaque transmission de fichiers traversait des systèmes sous mon contrôle. Pendant 12 ans, j'avais été la figure discrète, rectifiant leurs problèmes technologiques. Maintenant, j'étais sur le point de me métamorphoser en leur adversaire le plus redoutable. La première révélation instilla une sensation glaçante en moi. L'historique des communications électroniques de Nathalie révélait des messages supprimés échangés entre elle et Trevor, datant de 2 mois. Je les récupérais à partir des serveurs de sauvegarde. J'attends avec impatience notre rendez-vous après le cours. La salle 314 est constamment inoccupée après 9 heures du soir, et tu es extraordinaire. Merci pour l'aide inestimable. Tout pour mon étudiant exceptionnel. 23 messages au total, tous effacés des 2 comptes. Cependant, ils étaient maintenant en ma possession. La découverte suivante s'avéra encore plus pénible. Les relevés de cartes de crédit confirmaient que Nathalie avait acheté des cadeaux pour Trevor, des cadeaux extravagants, qui plus est. Une montre d'une valeur de $300, un dîner au Marriott du centre-ville, et de la lingerie de Victoria's Secret que je ne l'avais jamais vu porter. Ma femme ne se contentait pas de commettre un adultère. Elle manipulait les résultats scolaires d'un étudiant et dépensait nos ressources financières pour s'attirer son affection. J'installais un logiciel d'accès à distance sur chaque ordinateur du bâtiment lors de mes visites de maintenance de routine. Les ordinateurs portables des professeurs, les ordinateurs des salles de classe, et même l'ordinateur de bureau du doyen abritait désormais des portes dérobées clandestines accessibles uniquement à moi. À 11 heures du soir, je possédais une représentation exhaustive de l'empreinte numérique de Nathalie. Cependant, le véritable choc se produisit lorsque je plongeai plus profondément dans les fichiers administratifs de l'université.
Le doyen Collier la protégeait. 3 plaintes concernant les schémas de notation anormaux de Nathalie avaient été déposées ce semestre, toutes étouffées par le bureau de Collier sans enquête. Cependant, la piste de communication électronique révéla quelque chose d'encore plus sinistre. Collier et Nathalie échangeaient des messages qui dépassaient la simple courtoisie professionnelle. Votre présentation était exceptionnelle. Peut-être pourrions-nous en débattre autour d'un dîner chez moi. Je serais ravi de recueillir vos impressions en privé, N. Mon époux est absent de la ville ce week-end. Je me suis adossé à ma chaise, mon esprit fonctionnant à plein régime. Trevor n'était pas la première victime de Nathalie. Il n'était que le dernier d'une série de méfaits qui s'étendaient directement jusqu'au sommet de la hiérarchie. Cependant, Collier avait commis une erreur capitale 3 semaines auparavant. Il avait utilisé son accès administratif pour modifier la note médiocre de Trevor en 1A. Le système enregistrait méticuleusement chaque événement, y compris l'horodatage et les identifiants de l'utilisateur. J'ai dupliqué les fichiers sur un disque chiffré et je suis rentré chez moi. Nathalie était déjà plongée dans un profond sommeil, recroquevillée paisiblement, comme si elle n'avait pas anéanti notre union conjugale. Cet après-midi-là, je me suis tenu dans l'embrasure de la porte, observant sa respiration, ne ressentant rien d'autre qu'un froid calcul. Le lendemain, je commencerai à détruire leur vie avec la même précision méthodique que celle que j'employais pour réparer des ordinateurs. Ils avaient cru à tort que j'étais inoffensif. Ils étaient sur le point de comprendre l'ampleur de leur erreur de jugement. Le lendemain matin, j'ai déposé un baiser d'adieu sur Nathalie, feignant la normalité. Passe une bonne journée au travail, remarqua-t-elle, sans détourner son attention de son café. Je serai retenu tard ce soir, pour une réunion de faculté. Encore une invention. J'avais déjà consulté le calendrier de la faculté. Aucune réunion n'était prévue au travail. J'ai subi une transformation, le discret technicien en informatique se métamorphosant en un prédateur numérique, et mes proies restaient inconscientes de la chasse imminente. Au début, j'avais besoin d'une surveillance accrue. J'ai acheté une douzaine de caméras sans fil, en utilisant le budget d'équipement du collège, et j'ai commencé leur installation dans tout le bâtiment. De minuscules appareils dissimulés dans les détecteurs de fumée, derrière les grilles de ventilation et à l'intérieur des écrans d'ordinateur. Quiconque examinerait les bons de commande y verrait des améliorations de sécurité standard. Les caméras me fournissaient un accès visuel omniprésent. J'ai observé Nathalie entrer dans des salles de classe inoccupées avec Trevor. J'ai enregistré Collier passant subrepticement des enveloppes à Nathalie lors de conversations apparemment innocentes. J'ai documenté chaque rendez-vous clandestin, chaque contact prolongé, chaque instant qu'il croyait confidentiel. Cependant, la surveillance ne constituait que le commencement. J'ai créé de faux comptes d'étudiants et j'ai commencé à diffuser des rumeurs sur les forums en ligne. Rien de répréhensible, juste des murmures. Quelqu'un d'autre a-t-il remarqué les pratiques de notation du professeur Nathalie? Elles semblent étranges. Trevor est passé des chèques à la liste du doyen avec une rapidité remarquable. Quelqu'un sait-il pourquoi le président Collier persiste à rencontrer certains professeurs après les heures de bureau? Les graines du scepticisme étaient semées. Maintenant, il fallait qu'elles germent. J'ai infiltré les comptes de réseaux sociaux de Trevor et j'ai mis au jour un véritable trésor. Des photographies de cadeaux extravagants qu'il ne pouvait pas se permettre avec un budget d'étudiant, des enregistrements de présence dans des restaurants dépassant largement ses moyens financiers, et des messages à des connaissances se vantant d'un traitement de faveur de la part des professeurs. Le jeune homme documentait sa propre corruption. J'ai transmis anonymement des captures d'écran sélectionnées au journal étudiant, accompagnées d'un simple message, vous pourriez envisager d'enquêter sur ceci. 3 jours plus tard, j'ai intensifié la situation. Exploitant mon accès administratif, j'ai déclenché une alerte de maintenance du système qui a verrouillé le bâtiment après les heures de bureau. Nathalie et Trevor, piégés dans son bureau lors d'une de leurs séances, ont été contraints d'appeler la sécurité à l'aide. L'agent qui a répondu les a découverts dans un état désordonné et anxieux, Nathalie affirmant qu'il révisait le matériel pédagogique. Cependant, je possédais les images de sécurité montrant leur entrée simultanée dans le bureau, en plus des caméras infrarouges documentant les événements qui s'étaient produits. En interne, la machine à rumeurs a explosé. Les étudiants ont commencé à murmurer sur les professeurs qui accordaient des notes spéciales en échange de faveurs spéciales. Les membres du corps professoral ont commencé à se lancer des regards furtifs pendant les réunions. La corruption confortable qui opérait dans l'ombre était propulsée sous une lumière inconfortable.
Collier s'est efforcé de contenir les dégâts en diffusant une note concernant les limites professionnelles et les relations étudiants-professeurs appropriées. Cependant, son propre comportement ne résisterait pas à un examen minutieux, et il en était conscient. J'ai intercepté ses communications électroniques privées avec Nathalie. Nous devons faire plus attention. Des questions sont posées. Peut-être devrions-nous réduire nos activités pendant un certain temps. D'accord. Cependant, cet avantage s'évanouira si nous restons perspicaces. Ils croyaient, à tort, faire preuve de perspicacité. Ils ignoraient totalement que je surveillais chaque frappe de clavier, enregistrais chaque conversation téléphonique et documentais chaque instant de leur désespoir. La véritable avancée a eu lieu lorsque j'ai déterré la caisse noire de Collier. Le président utilisait les fonds discrétionnaires du département pour financer ses activités extrascolaires, nuits d'hôtel, dîners somptueux et même l'acquisition d'un bijou qui coïncidait avec l'anniversaire de Nathalie. Détourner des fonds universitaires à des fins personnelles constitue un crime fédéral. J'ai dupliqué chaque relevé de transaction, chaque reçu et chaque relevé bancaire. Par la suite, j'ai commencé à préparer les dossiers de preuves qui allaient les anéantir tous les deux. Cependant, je n'étais pas encore prêt à tout faire exploser. Je souhaitais qu'ils souffrent d'abord, qu'ils perçoivent les murs se refermer progressivement, méthodiquement et inexorablement. En conséquence, j'ai commencé par de menues tortures. L'ordinateur de Nathalie a commencé à subir des plantages aléatoires lors de présentations cruciales. L'accès à Internet de Trevor a inexplicablement cessé pendant les examens en ligne. Les appels téléphoniques de Collier étaient coupés à des moments cruciaux, des difficultés techniques qui rendaient leur vie suffisamment inconfortable pour induire du stress sans éveiller de soupçons. J'ai également commencé à manipuler leur communication numérique. Lorsque Nathalie a tenté de supprimer des communications électroniques compromettantes, je me suis assuré que des copies se matérialisent dans des endroits inattendus. Lorsque Trevor s'est efforcé de dissimuler ses actions sur les réseaux sociaux, je me suis assuré que des captures d'écran avaient déjà été diffusées. Chaque manœuvre qu'ils exécutaient pour dissimuler leur transgression ne faisait que générer des preuves supplémentaires contre eux. La paranoïa était délicieuse à observer. Ils ont commencé à communiquer via des téléphones jetables, se sont réunis dans des lieux disparates et se sont abstenus d'interactions publiques. Cependant, j'avais accès à tout, chaque appareil sur le campus, chaque dispositif de surveillance à l'intérieur de chaque bâtiment et chaque empreinte numérique qu'ils tentaient d'effacer. 3 semaines après le début de ma campagne, Dina, l'auditrice interne, a reçu un tuyau anonyme concernant des irrégularités dans les rapports de notes et les dépenses budgétaires. Le tuyau contenait suffisamment de détails spécifiques pour paraître crédible sans divulguer mon implication. Dina était une personne tenace en matière de malversation financière. Elle a commencé à récupérer des dossiers, à demander des documents et à poser des questions inconfortables qui ont fait se tortiller Collier et Nathalie lors des réunions du personnel. Je les ai vus s'effondrer en temps réel grâce à mes caméras cachées. Nathalie arpentait son bureau après chaque entretien d'audit, Collier passait des appels téléphoniques de plus en plus frénétiques à des avocats et à des amis de l'administration, et Trevor séchait complètement les cours, tentant d'échapper à la surveillance croissante. Ils étaient pris au piège dans un labyrinthe qu'ils avaient eux-mêmes construit, et je contrôlais chaque issue. Cependant, le zénith n'était pas encore atteint. J'avais conçu quelque chose d'exceptionnel pour la phase suivante, quelque chose sur le point de briser leur façade méticuleusement construite et de les démasquer pour les prédateurs qu'ils étaient réellement. Le moment était venu de rendre l'affaire publique. L'incendie du forum étudiant s'est déclaré un mardi matin. J'avais consacré des semaines à cultiver la crédibilité de mon personnage anonyme, étudiant inquiet 2024, en rédigeant des articles réfléchis sur les problèmes du campus et en rassemblant un public parmi les étudiants engagés politiquement. Lorsque j'ai finalement lâché la bombe, elle a résonné avec un impact maximal. Corruption de la faculté, révélation du scandale de notes contre faveur. Le message incorporait des transcriptions de chats expurgés entre Nathalie et Trevor, des preuves photographiques horodatées de leur entrée dans des bâtiments sécurisés après les heures d'ouverture, et des documents financiers révélant des modifications de notes suspectes qui coïncidaient avec des cadeaux extravagants. J'ai fait preuve de prudence pour masquer les visages et protéger les identités tout en rendant la corruption indéniablement apparente. En quelques heures, il a recueilli 500 commentaires et 3000 partages. Étonnant. J'avais des soupçons concernant le cours de la professeure Nathalie. Trevor s'en vantait depuis des semaines. Enfin, quelqu'un a obtenu une preuve tangible. Cela explique comment certaines personnes obtiennent des notes parfaites sans fournir aucun effort. Il est temps de démanteler tout ce système corrompu. Les étudiants en journalisme ont senti le sang.
Tricia Williams, rédactrice en chef du journal du campus, a immédiatement ouvert une enquête. Je lui ai fourni anonymement des dossiers de preuves supplémentaires, conservant systématiquement un avantage stratégique sur ces enquêtes. Nathalie a tenté de limiter les dégâts en convoquant une réunion d'urgence de la faculté. Cependant, j'ai saboté sa présentation en provoquant des dysfonctionnements techniques qui l'ont dépeinte comme incompétente et désemparée. Sa tentative de balayer les allégations comme de simples rumeurs d'étudiants s'avéra vaine. Lorsque les professeurs commencèrent à poser des questions pointues sur ses méthodes de notation, Collier sombra dans un état de panique absolue. Il tenta de faire supprimer les publications du forum, mais elles avaient déjà été capturées sous forme de capture d'écran et diffusées sur les plateformes de réseaux sociaux. Il contacta un conseiller juridique, engagea un cabinet de gestion de crise et commença à préparer des déclarations de défense qui ne firent qu'amplifier son apparence de culpabilité. J'ai aggravé la situation en publiant les relevés financiers révélant le détournement de fonds du département par Collier, y compris les reçus d'hôtel, les factures de restaurants et les acquisitions de bijoux, le tout financé avec des ressources destinées aux programmes universitaires. Les médias locaux se sont emparés de l'affaire. Un scandale de corruption ébranle l'université locale. En quelques jours, il avait envahi les cycles d'information régionaux. Les parents ont commencé à exiger des enquêtes. Les anciens élèves ont menacé de retirer leurs dons. Le conseil d'administration a programmé une réunion d'urgence. Trevor a cédé le premier. Confronté à des accusations criminelles potentielles et à l'exclusion de l'institution, il a retenu les services d'un avocat et a commencé à coopérer avec les enquêteurs. Cependant, sa coopération n'a fait que corroborer davantage la corruption systématique. Le professeur Nathalie m'a informé qu'elle pouvait rectifier mes notes si je lui étais agréable, disait la déclaration de Trevor. Elle a indiqué que d'autres étudiants avaient des arrangements similaires. Elle a présenté cela comme une pratique courante. La réponse de Nathalie fut prévisiblement narcissique. Elle accusa Trevor de harcèlement, affirmant qu'il avait menacé de propager des rumeurs à moins qu'elle ne lui accorde de meilleures notes. Elle se dépeignit comme la victime d'un étudiant manipulateur qui avait exploité sa relation de mentorat. Cependant, je possédais des enregistrements qui démontraient le contraire. Des enregistrements audio de Nathalie initiant l'intimité. Des enregistrements vidéo d'elle procurant des cadeaux à Trevor. Des messages textes où elle proposait explicitement des modifications de notes en échange d'une romance physique continue. J'ai divulgué des enregistrements sélectionnés à Tricia Williams, qui a publié un exposé dévastateur intitulé « L'exploitative, comment une éducatrice a abusé de son pouvoir ». L'article incorporait le témoignage d'experts concernant la dynamique de pouvoir qui rendait la relation de Nathalie avec Trevor intrinsèquement répréhensible, indépendamment du consentement. La réaction du public fut à la fois rapide et brutale. Les étudiants ont organisé des manifestations exigeant le renvoi de Nathalie. Les membres du corps professoral se sont publiquement distanciés d'elle. Les groupes de parents ont exigé des enquêtes criminelles. Collier a tenté de sacrifier Nathalie pour se sauver, annonçant sa démission volontaire tout en affirmant sa propre innocence. Cependant, je n'avais pas terminé mes efforts avec lui. J'ai publié l'audit financier complet révélant des années de détournement de fonds. Les ressources du département ont été détournées pour des vacances personnelles, les subventions de recherche redirigées vers des comptes privés. Un schéma de vol qui rendait la corruption de Collier impossible à ignorer. Le Federal Bureau of Investigation s'est impliqué lorsque les crimes financiers ont franchi les frontières de l'État. Les agents fédéraux ont commencé à interroger les membres du corps professoral, à se procurer des relevés bancaires et à mener le type d'enquête approfondie qui dévoilerait tous les secrets cachés. Nathalie a finalement compris l'ampleur des événements qui se déroulaient. Elle est apparue à mon bureau un soir, paraissant désespérée et échevelée. « Jason, s'il te plaît, implora-t-elle. Je reconnais que cela semble défavorable, mais tu dois comprendre. J'ai commis des erreurs, mais je n'ai jamais eu l'intention que les choses dégénèrent à ce point. J'ai regardé ma femme depuis 8 ans et je n'ai ressenti qu'une froide satisfaction. Je suis désolé que tu endures ça, dis-je. Cependant, je ne suis que le spécialiste des technologies de l'information. Je répare les ordinateurs, pas les problèmes personnels. Quelqu'un orchestre tout ça contre nous, insista-t-elle. Quelqu'un qui a accès à nos communications privées. Tu dois m'aider à découvrir qui. As-tu envisagé la possibilité que tes communications privées n'étaient pas aussi privées que tu le croyais, demandai-je. Nous sommes à l'ère numérique, Nathalie. Tout laisse des traces. Elle scruta mon visage à la recherche d'une quelconque indication d'implication, mais j'avais répété cette conversation dans mon esprit d'innombrables fois.
J'ai maintenu une perplexité parfaite et innocente, allant même jusqu'à lui proposer de l'aider à modifier ses mots de passe et à renforcer sa sécurité numérique. L'ironie était exquise. Ma femme me suppliait de la protéger de moi-même. Cependant, la conversation corrobora ce que je supposais déjà. Elle ne comprenait toujours pas l'ampleur de ce qui l'attendait. Les preuves que j'avais rassemblées allaient anéantir plus que sa simple carrière. Cela anéantirait toute perspective de reconstruire sa vie où que ce soit dans le milieu universitaire. Et je ne faisais que commencer mes efforts. La phase suivante ciblerait leur réseau de soutien. Les administrateurs qui avaient fermé les yeux, les collègues qui les avaient couverts, tout le système de corruption qui avait permis leur comportement. Personne n'était en sécurité. Personne n'échapperait à la justice. Le chasseur se transformait en bourreau. Tout changea quand le père de Trevor s'en mêla. Richard Hartwell n'était pas seulement riche, il avait des relations. Droit des affaires, contributions politiques, le genre de capital qui permettait d'acheter l'influence et le silence. Lorsque son fils risquait des poursuites pénales, il déploya l'artillerie lourde. Il s'agit sans équivoque d'un coup monté, annonça son avocat lors d'une conférence de presse. Mon client est victime d'une femme plus âgée et manipulatrice qui a abusé de son pouvoir. Nous envisageons une action civile contre l'université pour ne pas avoir protégé les étudiants contre les fautes professionnelles des professeurs. Ce renversement de narration était à la fois brillant et exaspérant. Trevor passa du statut de prédateur arrogant à celui de victime innocente du jour au lendemain. La couverture médiatique cessa de condamner son privilège pour compatir avec sa victimisation par une figure d'autorité plus âgée. Cependant, j'avais anticipé cette manœuvre. J'étais en possession d'enregistrements de Trevor se vantant auprès de ses amis d'avoir séduit la professeure et d'obtenir les notes qu'il voulait. Des preuves audio qui prouvaient qu'il était un participant consentant et désireux qui comprenait parfaitement ce qu'il faisait. J'ai divulgué des extraits choisis à des journalistes d'investigation, mais l'équipe juridique de Hartwell s'efforçait déjà de discréditer tout ce qu'il affirmait. Les enregistrements étaient manipulés, les preuves étaient fabriquées, et leurs clients étaient piégés par des adversaires inconnus. La stratégie s'avérait efficace. L'opinion publique commençait à changer, tandis que de coûteuses agences de relations publiques élaboraient un récit compatissant concernant un jeune homme égaré par des figures d'autorité corrompues. Nathalie paniqua en réalisant que Trevor se positionnait comme sa victime plutôt que comme son complice. Elle tenta de riposter en publiant ses propres preuves de leur relation, démontrant qu'elle était consensuelle et mutuellement bénéfique. C'était précisément ce que je voulais. Les deux camps se décimant mutuellement avec des ensembles de preuves contradictoires, chaque révélation les rendant de plus en plus coupables tout en validant tout ce que j'avais déjà exposé. Collier exécuta sa manœuvre lorsque l'enquête fédérale s'intensifia. Il engagea un avocat spécialisé dans la défense pénale en matière de criminalité en col blanc et entama des négociations pour un accord de plaidoyer qui minimiserait sa peine en échange de sa coopération contre d'autres cibles. J'ai intercepté ses communications juridiques et découvert qu'il se préparait à trahir complètement Nathalie. Sa stratégie consistait à affirmer qu'elle l'avait séduit en utilisant les mêmes méthodes qu'elle avait employées sur Trevor, se positionnant lui aussi comme une victime de sa manipulation. Les trois conspirateurs étaient maintenant engagés dans une guerre ouverte, chacun s'efforçant de sacrifier les autres pour se sauver. C'était captivant à observer, mais je devais accélérer le calendrier avant que leurs équipes juridiques ne découvrent des moyens de supprimer des preuves ou de négocier des accords favorables. Il était temps d'utiliser l'option nucléaire. J'avais conservé les documents les plus compromettants précisément pour ce moment. Des images de vidéosurveillance montrant Nathalie et Collier ayant des rapprochements dans son bureau. Des relevés financiers prouvant qu'ils détournaient des fonds universitaires depuis des années. Des enregistrements audio des trois conspirants pour dissimuler leur transgression. Cependant, au lieu de tout publier simultanément, j'ai orchestré une frappe coordonnée sur plusieurs plateformes. Des étudiants protestataires ont reçu des ensembles de preuves détaillées. Des journalistes d'investigation ont obtenu un accès exclusif à différentes facettes du récit. Des procureurs fédéraux ont été anonymement fournis avec des documents financiers qui démontraient une fraude systématique. L'explosion médiatique fut sans précédent. Tous les médias de l'État ont couvert le scandale grandissant. Des journalistes nationaux spécialisés dans l'éducation ont lancé des enquêtes sur des malversations similaires dans d'autres établissements d'enseignement supérieur. Des représentants du Congrès ont par la suite plaidé pour une surveillance fédérale des affaires financières de l'enseignement supérieur. Nathalie a été arrêtée pour des chefs d'accusation incluant l'inconduite estudiantine et le détournement de fonds publics. Les images de la Upper Walk sont devenues virales, montrant ma femme, sereine,
menottait alors qu'elle était escortée vers un véhicule de police, tandis que des journalistes l'interrogeaient avec véhémence sur sa conduite prédatrice. Collier a été inculpé de chefs d'accusation fédéraux de corruption, encourant potentiellement des peines de prison allant de 15 à 20 ans. Son arrestation à son domicile fut encore plus théâtrale, avec des agents du Federal Bureau of Investigation exécutant des mandats de perquisition tandis que des caméras de presse capturaient méticuleusement chaque instant. Trevor a échappé aux poursuites pénales grâce aux manœuvres juridiques astucieuses de son père, cependant, sa réputation était irrémédiablement ternie. Désormais, chaque recherche de son nom sur Internet serait inextricablement liée au scandale. Son transfert dans un autre établissement scolaire s'avérerait vain pour échapper aux traces numériques de son implication. J'ai assisté à l'audience de libération sous caution de Nathalie en tant que mari inquiet en quête d'apaisement. Elle paraissait défaite et désespérée, son avocat hors de prix incapable de réfuter efficacement les preuves accablantes étayant ses méfaits. Monsieur Miller, déclara le procureur pendant mon témoignage concernant la découverte de la liaison, cela doit être incroyablement difficile pour vous. Je désire simplement que la vérité éclate, répondis-je. Ma femme a trahi non seulement moi, mais aussi chaque étudiant qui avait placé sa confiance en elle. Justice doit être rendue. Le juge a refusé la libération sous caution en raison du risque de fuite manifeste et de la gravité des accusations. Nathalie attendrait son procès à la prison du comté, sa carrière et sa réputation irrémédiablement détruites. Cependant, je restais insatisfait. Il restait des questions non résolues à aborder, et des collaborateurs qui avaient facilité leur comportement répréhensible. Le personnel d'entretien qui avait délibérément ignoré la présence de membres du corps professoral dans les bâtiments en dehors des heures autorisées. Les administrateurs qui avaient étouffé les plaintes sans mener d'enquêtes approfondies. La culture omniprésente d'aveuglement volontaire qui avait permis aux prédateurs d'opérer en toute impunité. Je détenais des preuves accablantes contre tous. Des irrégularités financières, des infractions au règlement et des tentatives de dissimulation qui les rendaient complices des délits initiaux. La purge ne faisait que commencer. Les dominos s'effondraient avec une rapidité supérieure à ce que j'avais anticipé. La doyenne Patricia Walsh a présenté sa démission lorsque les enquêteurs ont mis au jour des preuves qu'elle avait étouffé 4 plaintes distinctes concernant l'inconduite de membres du corps professoral au cours des 3 années précédentes. Son remplaçant, recruté à l'extérieur de l'université, a initié une évaluation complète de chaque département universitaire. Le chef de la sécurité, Robert Roach, a été arrêté pour avoir falsifié des vérifications d'antécédents et accepté des pots de vin de membres du corps professoral ayant des antécédents criminels. L'enquête a révélé qu'il exploitait un racket de protection, offrant de supprimer les incidents en échange d'une rémunération monétaire. 3 professeurs supplémentaires ont été suspendus lorsque des audits ont révélé des schémas de notation anormaux et des relations inappropriées avec des étudiants. La corruption s'était métastasée dans l'ensemble du système, infectant tous les échelons de l'administration. J'observais le déroulement des événements depuis mon bureau d'informatique, un homme invisible qui avait déclenché une apocalypse académique. Les membres du corps professoral traversaient les couloirs comme des zombies, perpétuellement inquiets de savoir qui serait la prochaine cible. Les étudiants organisaient des rassemblements, exigeant une réforme administrative globale. Les parents retiraient leurs enfants des inscriptions, ruinant ainsi la stabilité financière de l'université. Les médias locaux traitaient le déroulement des événements comme un feuilleton mélodramatique, offrant une couverture haletante de chaque arrestation et démission. Des journalistes spécialisés dans l'éducation nationale sont arrivés pour enquêter sur une corruption similaire dans les universités de tout le pays. Des auditions du Congrès ont été programmées pour examiner les défaillances systémiques et la surveillance de l'enseignement supérieur. Cependant, l'aspect le plus gratifiant était de voir mes cibles s'autodétruire dans leur tentative désespérée d'atténuer leur propre punition. L'avocat de Nathalie a tenté de négocier un accord de plaidoyer en offrant des preuves relatives aux crimes financiers de Collier. Collier a riposté en fournissant au procureur des registres méticuleux détaillant les relations de Nathalie avec plusieurs étudiants sur plusieurs années. Le père de Trevor a engagé des détectives privés pour déterrer des informations compromettantes concernant les 2 professeurs, dans le but de prouver que son fils avait été systématiquement victime. Chaque révélation servait à ternir davantage leur réputation, tout en validant chaque élément de preuve que j'avais méticuleusement compilé et diffusé. Les procédures du procès ont personnifié la destruction mutuelle. Nathalie a témoigné que Collier l'avait forcée à avoir des relations intimes en menaçant sa sécurité d'emploi. Collier a affirmé que Nathalie l'avait séduit dans le cadre d'un stratagème de chantage visant à obtenir l'accès au dossier des étudiants. La déposition de Trevor le décrivait comme ayant été approché par des membres du corps professoral qui utilisaient les notes comme moyen de pression pour un accès physique.
Tout était véridique. Tout était terrifiant. Tout garantissait qu'ils feraient face à la peine maximale pour leur transgression. L'élément final de ma vengeance s'est déroulé lors de l'audience de détermination de la peine de Collier. J'avais réservé une dernière révélation précisément pour ce moment, des preuves démontrant qu'il menait ce stratagème de corruption depuis plus d'une décennie, victimisant des dizaines d'étudiants tout en détournant des centaines de milliers de dollars. Le juge l'a condamné à 18 ans de prison fédérale. Votre abus d'autorité représente une profonde trahison de la confiance publique, a-t-elle déclaré. Les étudiants et les familles qui ont placé leur foi en cette institution ont été systématiquement victimes de votre cupidité et de votre comportement prédateur. Nathalie a écopé de 12 ans pour inconduite et fraude. Les témoignages des victimes, d'autres étudiants qu'elle avait manipulés et exploités, ont occupé tout un après-midi d'audience. Trevor a échappé à l'incarcération, mais a été définitivement exclu de l'enseignement supérieur et a dû faire face à des poursuites civiles qui le hantaient pendant des années. Les relations politiques de son père se sont avérées incapables d'effacer les traces numériques de son implication ou de le protéger des répercussions sociétales. L'université elle-même a été placée sous contrôle fédéral, avec des administrateurs nouvellement nommés qui ont mis en œuvre des réformes complètes pour empêcher toute corruption future. Les inscriptions ont chuté, les étudiants se transférant vers des institutions ayant une meilleure réputation. Les salaires des professeurs ont été gelés, l'établissement étant aux prises avec des frais juridiques considérables et une baisse des revenus. J'ai assisté à chaque audience, chaque condamnation et chaque conférence de presse en tant que mari endeuillé en quête de réconfort. Les journalistes ont loué ma dignité et ma force face à la trahison personnelle. Des groupes de défense des victimes m'ont invité à parler des signes avant-coureurs de la corruption institutionnelle. J'ai joué ce rôle à la perfection, conservant mon image de victime innocente tout en observant les vies de mes ennemis se désintégrer en cendres. Cependant, il restait une confrontation finale que j'avais méticuleusement planifiée depuis le tout début, un dernier moment de victoire absolue qui consommerait ma vengeance. Le parloir de la prison du comté empestait le désinfectant et le désespoir. Nathalie était assise en face de moi, vêtue d'une combinaison orange, son allure de professeur sereine complètement anéantie. 2 mois d'incarcération l'avaient vieilli de plusieurs années. Ses cheveux étaient plats, sa peau pâle et ses yeux rougis par les pleurs et les nuits blanches. « Jason, murmura-t-elle, tendant la main sur la table avant que le gardien ne lui fasse signe de garder les mains visibles. « Dieu merci, tu es venu. J'essaie de t'appeler depuis des semaines. J'ai essayé de digérer tout ça, ai-je déclaré, conservant mon masque de confusion blessé. Ça a été incroyablement difficile. Je sais, dit-elle, les larmes commençant à couler. Je sais comment ça paraît. Mais tu dois comprendre, je n'ai jamais voulu que tout ça arrive. Ça a commencé petit et c'est devenu incontrôlable. J'ai acquiescé avec sympathie. Dis-moi ce qui s'est vraiment passé. J'ai besoin de comprendre. Pendant l'heure qui a suivi, elle a tout avoué, la solitude au sein de notre mariage qui l'a rendue vulnérable aux avances de Collier, le plaisir d'être désirée par de jeunes hommes, qui a conduit à des comportements de plus en plus risqués, et la corruption progressive qui a transformé de petits arrangements avec les règles en abus systématiques. Trevor m'a fait me sentir jeune à nouveau, a-t-elle admis. Et quand Collier a offert une protection en échange de faveurs, cela a semblé être un crime sans victime, juste arranger un peu les règles pour aider les étudiants qui travaillaient avec diligence. Mais les preuves suggèrent que cela est allé beaucoup plus loin, ai-je dit doucement. Quelqu'un nous a piégés, insista T.L., le désespoir envahissant sa voix. Quelqu'un ayant un accès complet à nos communications. Ils ont tout manipulé pour nous faire paraître aussi coupables que possible. Je me suis penché en avant avec inquiétude. Qui commettrait une telle chose? Je ne sais pas, sanglota T.L. Mais ils ont systématiquement détruit nos vies. Chaque moment privé, chaque erreur, chaque faiblesse humaine, ils ont tout transformé en arme contre nous. Ça a l'air incroyablement sophistiqué, ai-je reconnu, presque comme quelqu'un avec des connaissances techniques étendues et un accès institutionnel. Quelqu'un qui comprend comment manipuler les preuves numériques, ai-je continué, comment planifier les dispositifs de surveillance, comment coordonner les fuites sur plusieurs plateformes pour un impact maximal. La prise de conscience a lentement envahi son visage, comme un lever de soleil d'horreur pure. Quelqu'un d'invisible, ai-je dit, abandonnant mon masque de sympathie et lui permettant de percevoir le froid calcul qui se cachait dessous. Quelqu'un d'ignoré et de sous-estimé par des professeurs arrogants qui n'ont jamais pris la peine d'apprendre son nom. Jason, murmura-t-elle, sa voix se brisant. Bonjour, Nathalie, ai-je dit, souriant pour la première fois depuis des mois.
croyais-tu vraiment que je ne découvrirais rien? Croyais-tu pouvoir détruire notre mariage, offenser tes étudiants et voler l'université sans conséquence? Elle resta figée, son esprit parcourant des mois de preuves soigneusement plantées et de révélations orchestrées. C'était toi, Alta TL. Tout ça. Les caméras, les fuites, les tuyaux anonymes. Chaque pièce, ai-je confirmé. 12 ans de travail invisible dans les technologies de l'information m'ont donné accès à tout, tes emails, tes relevés financiers, tes communications privées. Je t'ai vu devenir un prédateur et j'ai décidé de devenir quelque chose de pire. Mais les preuves étaient réelles, protesta TL faiblement. Nous avons vraiment fait ces choses. Oh, absolument ris-je. Je n'ai jamais rien inventé. J'ai méticuleusement consigné tes transgressions, les présentant précisément aux moments opportuns pour infliger le plus grand préjudice possible. Tu as orchestré la démolition de ta propre existence, Nathalie, je n'ai fait qu'éclairer la scène sur laquelle elle s'est déroulée. L'atmosphère dans le parloir crépitait d'une tension palpable alors qu'elle comprenait pleinement l'ampleur des événements qui s'étaient produits. Tu aurais pu simplement demander le divorce, articula TL. Tu aurais pu signaler discrètement nos activités. Pourquoi était-il nécessaire d'anéantir tout, demanda-t-elle. Parce que les signalements étouffés sont facilement enterrés par des individus tels que Collier, rétorquai-je. Parce que les divorces sont susceptibles d'être négociés, et que les réputations peuvent être péniblement restaurées. Parce que les prédateurs de ton espèce, et de celle de Trevor, méritaient de faire face à des répercussions qui marqueraient durablement leur avenir. Elle fixa son regard sur moi, son expression étant une tapisserie complexe de terreur et d'admiration réticente. Tu es un monstre, déclara-t-elle. Non, répondis-je, me levant pour partir. Je ne suis qu'un individu qui a rassemblé les fragments après que des monstres comme vous aient tenté de me briser. Le gardien s'avança pour la raccompagner dans sa cellule, mais j'avais une dernière communication à lui transmettre. Savoure les 12 prochaines années, proclamai-je. Je m'efforcerai de venir te rendre visite aux anniversaires de ta condamnation, uniquement pour observer ton adaptation à la responsabilisation. Je suis sorti de cette prison en homme libéré qui avait obtenu une justice irréprochable. Mes adversaires étaient vaincus, leurs méfaits dévoilés, leurs victimes exonérées. Le système vénal qui les avait autrefois protégés avait été démantelé et reconstruit avec une supervision appropriée. J'ai conduit ma voiture vers la maison, vers la résidence désolée qui avait autrefois incarné ma dégradation et ma défaite. Maintenant, elle incarnait un concept entièrement différent. Le centre de commandement d'un homme qui avait transformé une angoisse imperceptible en une justice tangible. La seule entité plus dangereuse qu'un individu qui a été brisé est la personne qui rassemble méticuleusement chaque fragment et se reconstitue en une entité que ses adversaires n'avaient jamais anticipée. What? Okay, vent nu, er der nogen af jer, der kan huske Bad sang? Prøv lige at tænke på Bad sang, den der TikTok han lagde op, og så fortæl mig, om det her stykke ikke lyder som det. Er det ikke Bad sang? Vi tager det lige igen. Nej, efter 333. Hun siger, hun vil have mere, bare fordi hun lå med mig, eller sådan noget i den der. Jeg sværger på alt det, han sang. Nå, nu ved jeg ikke, hvor højt musikken er. I må lige sige til, hvis jeg skal skrue op for musikken igen. Bad af Casey's Ghost Rider. Hvad er det for et Minecraft run? Var Nether-tingen for svær? Ja, den er svær, men nu tager vi lige bare en break. Det er fordi Bani og Finey har startet en ny SMP. Så nu gør jeg lige det, at jeg går ind og gennemfører spillet. Ikke nogen challenge. Jeg har ikke nogen regler. Jeg skal bare gennemføre, inden de gør. Og de sidder og stripminer lige nu, tror jeg. Så jeg tror, det er okay. Bad som Ghost Rider. Ja, der er no way. Alright. Skal vi lige tage ham her. Det forklarer, hvorfor albumet var så ass. Det var Bad, der skrev det. 07 called. Aldrig lyttet frivilligt til Casey. Respekt, mate. Alright, skal vi trade efter nogle pile? Jeg skal bare lige bruge 2 flint, ja.
Altså med al respekt, jeg har 1 diamond. Vi laver sgu en diamond skål. Hvad skal jeg ellers bruge det til? Jeg behøver low-key ikke pile. Jeg får jo... Jeg behøver faktisk ikke pile. Vi behøver slet ikke gøre det her. Jeg skal bare bruge en flint. Det er fint. This is fine. Jeg skal bruge en spand. Jeg tænker, at vi kan tage bare lige en af dem her for blocks. Gør vi bare sådan her. Og så skal vi have guld til det sidste armor. Jeg glemte at lave en jernpickaxe. Det er lort. Det er idiotisk af mig, det her. Det er idiotisk, for at sige det mildt. Tillykke med næsten 4.000 følgere. Ja, tak med. Vi blev sgu lige follow-bottet i dag. Vi har fået 3.000 followers i dag. Præcis. Der var der. Elsker bad, ved ikke hvorfor jeg hater. Lol. Folk de kopier, bruger de bare skabeloner. Skud bad, hey. Okay, gratis 3 spænden her. Er det fucking max win på rouletten? Altså, hvad sker der? Jeg kunne lukke godt bruge vandet, dog. Max win på rouletten. Fuck er det egentlig, jeg jabber om? Skal vi bruge barrels til noget? Not really. Lummer stemning her til aften, altid. Jeg spiller mine sidste 200, når du siger det. Jeg har ikke nogen kommentarer. Okay, det er lort, at vi ikke har mere jern her. Low-key, high-key. Men lad os bare finde noget... jeg skal lige huske at lave en flinten steel også. Okay, vi må bare køre med noget wood, eller sten, det er fint, ikke? 0-1 FYI til... Hvem er overhovedet på hjemmebane? Er det FCK, der er foran så, eller hvad? Så Brøndbys hjemmebane. Hvad er det, jeg ser på, by the way? Jeg er lidt farlig. Rar. Hvor har hun skrevet det henne? Rar. Hvor har du skrevet det der læger overhovedet? Jeg sidder her bare, så du har flere seere end ham den anden. Du er sgu kold. Skal det til Fine? Ja, så er det godt lige. Jeg har ikke glemt, at jeg havde deres streams åben. Jeg sætter sgu pris på, at de gør, så vi er mere op end de to til sammen, gutters. I er fandme dejlige. Der er meget gris på Twitch. Fanger også lige smil i grooming. Nå, nej, han er ikke fra 2012. Han er